C'est parti. Alors, première chose, méthode, je vais désactiver tous vos micros. Vous pouvez les réactiver au cas par cas, mais n'oubliez pas, une fois que vous avez fini votre intervention, de le recouper pour éviter les échos ou les bruits parasites. C'est parti. Tout le monde se tait, s'il vous plaît. Euh, je vais donc faire déjà, bienvenue à la formation portée par le STA que Laurent vient de présenter. Merci de vous fader ça un jeudi soir à 8 heures. C'est assez admirable de votre part. J'ai proposé un créneau maximum de 2 heures. On n'est pas obligé de les remplir, mais en tout cas, on peut se dire qu'on se laisse, si jamais on est emporté par nos discussions, on se laisse jusqu'à 2 heures. Moi, je vais faire une petite présentation qui fait maxi 30 minutes, je pense. Euh, Manu, si tu m'entends, je ne sais pas s'il est là, Emmanuel, mais bon, peut-être que je te solliciterai pour un petit truc sur le minimum vieillesse. Euh, c'est tout, voilà. Et voilà, donc je vais faire 30 minutes et puis après on aura au mieux 1h30 pour discuter si jamais on a des débats enflammés. Donc ce sera en 4 parties. La première partie, évidemment, et vous me dites hein, s'il y a un problème avec le son ou quoi, là, vous me le signalez dans le chat, n'hésitez pas, euh, que je sois pas, que je parle pas tout seul. Euh, Tout est nickel, super. Donc il y aura 4 parties et la première, ça va être la plus solide parce qu'elle va présenter de façon très grossière, mais quand même, faut se taper le morceau. Elle va présenter le système de retraite français hein, actuel, donc c'est du costaud. La deuxième partie, qui sera sans doute aussi un peu étoffée, elle sera concentrée sur le cas des artistes-autrices, artistes-auteurs. Qu'est-ce que c'est la retraite des artistes-autrices? Et puis après, on aura 2 parties plus courtes. Une partie sur la présentation du projet de réforme actuel, qui est très simple, donc ça va aller assez vite, très simple et très bête. Et une toute dernière partie qui ira sans doute aussi assez vite sur qu'est-ce qu'on fait face à ce projet de réforme des retraites. Et on regardera, on mettra en regard les propositions que je mets à la discussion avec les revendications de notre confédération, donc la CNT Solidarité Ouvrière, histoire d'analyser un petit peu ça. Mais ça va aller très vite. Hein. Pour les gens qui ne sont pas à la CNTSO, ça va pas prendre plus de 3 minutes. Quoi. Voilà. Donc, je vous propose, il est 20h13, je vous propose qu'on se lance sur la première partie, donc le gros morceau. C'est quoi les retraites? Comment ça fonctionne? J'ai préparé un truc. Hein. Je ne vais pas faire du freestyle parce que comme ça, je tiens les délais. Donc, le système de retraite en France, c'est 97%. 97% de la masse des pensions qui sont servies en répartition. La capitalisation, c'est quelque chose d'extrêmement, de très, très minoritaire. Il faut savoir que c'est à peu près partout pareil en Europe de l'Ouest. Hein. En moyenne, c'est 90% de répartition, 10% de capitalisation. C'est pareil aux États-Unis. On parle beaucoup des fonds de pension, mais en vrai, il y a un truc qui s'appelle Social Security aux États-Unis, comme chez nous, et ça qui concerne principalement la retraite, et c'est principalement un système public en répartition. Il y a un pays, par exemple, en Europe de l'Ouest qui fait de la capitalisation de façon massive, c'est la Suisse. C'est une exception, mais c'est la Suisse. Il y a un gros pilier de capitalisation, c'est à peu près la moitié des pensions. En France, 97% des retraites, c'est de la répartition. Donc aujourd'hui, on va mettre de côté la question de la capitalisation, qui n'est pas du tout l'enjeu de la réforme, qui n'était pas non plus celle de 2019. De façon marginale, certes, s'ils peuvent aller gratter si le privé lucratif peut gratter quelques centaines de millions, il le fera, mais ça reste très marginal. Donc on va mettre la question de la capitalisation de côté. C'est essentiellement des surcomplémentaires aujourd'hui qui sont par capitalisation, des tout petits machins. Et on va se concentrer sur la grosse bataille qui a lieu au sein des systèmes en répartition. Les retraites en France, pour vous donner quelques ordres de grandeur, c'est 320 milliards de pensions versées chaque année. Le PIB, ça doit être 2400 milliards, donc on est à peu près à 14%, 14-15% du PIB. Ça représente 14-15% du PIB. Donc c'est vraiment un flux monétaire solide. Et ce n'est pas 14% enlevé au PIB, hein, c'est 14% en plus. Oui. On va voir ça un petit peu dans la suite de la formation. Si les cotisations à l'instant T, c'est un prélèvement, si on regarde à l'échelle macroéconomique, c'est de la création de valeur, c'est une production de valeur en plus.
C'est de la masse salariale en plus. Dans ces 320 milliards d'euros qui sont servis en répartition, coexistent deux logiques différentes qui sont dites complémentaires, mais qui en fait sont rivales. Ça va être un point central de la présentation du système français. On parle de retraite de base et de retraite complémentaire, mais on va voir avec l'historique qu'en vérité, c'est deux systèmes qui sont rivaux et qu'il y en a un qui est là pour brider l'autre. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la pension de base des fonctionnaires, des salariés à statut, c'est tout ce que les libéraux appellent les régimes spéciaux, RATP, SNCF, anciennement EDF-GDF, etc., etc. Et c'est également la pension des retraités du régime général de sécurité sociale. Hein, ça concerne les salariés du privé, mais aussi, on va le voir, les artistes-autrices et artistes-auteurs. Donc ça, la pension de base des fonctionnaires salariés à statut et salariés du privé, c'est le dispositif majoritaire de la répartition. C'est trois quarts du montant total, c'est-à-dire 240 milliards en termes de masse monétaire. Historiquement, c'est la retraite qui a été construite par l'auto-organisation populaire. C'est ce que le sociologue Nicolas Castel appelle la retraite des syndicats. Il a écrit un livre qui s'appelle La retraite des syndicats. Je vais vous mettre quelques références au fil de la discussion dans le chat. Pas tout de suite, mais ça va venir. Et comme je viens de le dire, cette retraite des syndicats, donc cette modalité majoritaire de la retraite en France, c'est quelque chose qui est issu des luttes ouvrières autrefois, mais maintenant on dirait des luttes des travailleuses et des travailleurs. Avec ce type de répartition, ce premier, donc, cette première modalité de la répartition, la pension est construite comme la poursuite du meilleur salaire après la carrière. C'est-à-dire que je sors de l'emploi et je conserve mon salaire qui passe en quelque sorte de mon poste de travail à ma personne. C'est comme ça que ça a été construit. Dans le secteur public, que ce soit dans la fonction publique à proprement parler ou dans les entreprises publiques comme SNCF, RATP, etc., le salaire de référence, le salaire à remplacer, c'est les 6 derniers mois, c'est la moyenne des 6 derniers mois de la carrière. Okay, on prend la moyenne de vos 6 derniers salaires et c'est le salaire à attacher à votre personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le privé, c'est donc la sécurité sociale, le régime général, hein, la CNAV, la caisse d'assurance vieillesse qui s'occupe de ça. Dans le privé, c'est la moyenne des 10 meilleures années. Voilà. Les conquêtes ont été partielles. Donc, c'est pas la moyenne des 10, pardon. Aujourd'hui, c'est la moyenne des 25 meilleures, mais initialement, en 47, c'était la moyenne des 10 meilleures années. Et depuis 1993, ça a été une des premières grosses réformes du système de retraite en France, qui a été menée par Édouard Balladur. La période de référence est passée des 10 meilleures années de la carrière aux 25 meilleures. Donc vous voyez, il y a toujours, on va le voir aussi dans la réforme actuelle, il y a toujours cette ambition de la droite, enfin, pas que de la droite, hein, le PS a aussi fait des choses comme ça, mais d'allonger systématiquement les périodes de référence pour faire en sorte que si vous avez des trous dans votre carrière ou si vous avez des creux, et ben ça se répercute et que les pensions soient plus basses. Hein. Ça, c'est un grand classique des droitards. Avec cette logique donc numéro un qui est issue des luttes populaires, la retraite est fondée sur le salaire, sur un salaire dans l'emploi à continuer à l'issue de la carrière, et donc le calcul ne tient pas compte des cotisations passées. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment bien comprendre. Le système majoritaire en France, la pension de base, ne tient pas compte des cotisations passées. C'est un salaire de référence qu'on remplace, okay, et non pas, comme dans le deuxième système qu'on va voir maintenant, la contrepartie des cotisations. Le deuxième pilier, qui est minoritaire dans la répartition, mais c'est ce qu'on appelle les retraites complémentaires. Vous avez peut-être déjà entendu ces sigles, c'est l'Agirc-Arrco pour les salariés du privé, c'est la RAFP pour les fonctionnaires, c'est l'IRCANTEC pour les contractuels de la fonction publique, et c'est l'IRSEC, dont on va parler dans la deuxième partie de cet exposé, pour les artistes-auteuristes. C'est donc la forme minoritaire de répartition en France, c'est à peu près un quart des pensions, soit un quart des 320 milliards de la masse monétaire globale des pensions de 320 milliards. Et ça, c'est la retraite du patronat et de ses faire-valoir, c'est-à-dire force ouvrière après-guerre et aujourd'hui la CFDT. C'est vraiment ces gens-là qui ont construit ce deuxième pilier de la répartition.
Euh, alors, comment ça se passe? Il faut faire un tout petit peu d'histoire pour comprendre ce que c'est que cette histoire de retraite du patronat. En 1928-1930, on a, on va dire, les prémices de la sécurité sociale avec la loi sur les assurances sociales qui met en place deux couvertures, l'une pour la santé en répartition et l'autre pour la vieillesse, pour la retraite en capitalisation. À ce moment-là, hein, 1928, on met une retraite en capitalisation. Alors, je vais expliquer rapidement la différence, hein. Répartition, c'est les cotisations qui sont versées sont affectées en 48 heures immédiatement. Les cotisations versées aujourd'hui, par exemple, passent par la caisse de sécurité sociale et sont affectées en 48 heures aux pensions des retraités actuels. Voilà, c'est ça la répartition. La capitalisation, ça veut dire que vous placez vos cotisations, enfin on place vos cotisations pour vous sur un marché financier. Il faut attendre que ce placement atteigne un rendement suffisant pour que le fonds de pension puisse servir des pensions. Donc, ça met du temps à arriver à maturité. En général, ça met 20, 30 ans. Et c'est pour ça que c'est un système absolument foireux, hein. Ce qu'on appelle les fonds de pension, par exemple, ne gèrent pas des pensions. En fait, c'est des gestionnaires d'actifs financiers. Et les pensions, c'est une tâche annexe de leur activité et ça ne marche pas. C'est pour ça que, comme je l'ai expliqué au tout début de l'intervention, euh, la capitalisation reste dans quasiment tous les pays que j'ai cités, Europe, États-Unis, reste très minoritaire. Ça ne fonctionne pas. Mais donc en 1930, 1928, les assurances sociales misent sur la capitalisation. Et en 1941, figurez-vous que c'est le régime de Vichy qui fait le constat que ça ne fonctionne pas et qui dit non, c'est vraiment foireux ce machin, on va passer la retraite en répartition, quasiment toute la retraite en répartition. Donc tout ça pour dire que la répartition en soi, c'est pas un système qui est progressiste. Il faut bien distinguer les différentes formes de répartition. Et il y a des formes de répartition, on va le voir, qui ne sont pas spécialement progressistes, pardon. Et puis en 1946, une fois qu'on a dégagé les fascistes, le mouvement ouvrier, principalement à l'époque par l'intermédiaire de la CGT, subvertit la répartition en instaurant le fameux droit à la continuation du salaire pour les retraités du régime général. Simplement, il y a deux limites à ce moment-là. Au moment où on crée le régime général de sécurité sociale en 1946, ben, d'une part, on a déjà des professions qui ont conquis des droits qui sont plus puissants que ce qu'est capable de proposer le régime général. C'est le cas, par exemple, des fonctionnaires ou des cheminots, donc qui ne veulent pas être intégrés par le régime général, ce qu'on peut à peu près comprendre. Mais surtout, la deuxième limitation, c'est ça, c'est là que je vais pouvoir expliquer la retraite du patronat, eh bien, c'est que dans les assurances sociales, il y avait un plafond d'affiliation. C'est-à-dire que c'était réservé, en gros, à des ouvriers et des employés. Et si on était cadre avec un bon salaire, on dépassait le plafond d'affiliation, on n'avait pas droit aux assurances sociales, il fallait se démerder avec le privé. En gros, c'était ça l'esprit. Et au moment de la création du régime général de sécurité sociale en 1946, j'admets une nouvelle personne dans la réunion. Au moment de la création du régime général, le patronat, avec l'aide à l'époque de la Confédération des cadres, l'actuelle CGC, va réussir à maintenir le plafond, non pas comme plafond d'affiliation, mais comme plafond de cotisation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que, pareil, quand vous êtes au-delà d'un certain niveau de salaire, bah, vous cotisez plus au régime général. Et donc, si vous voulez un complément de retraite, eh ben, il faut trouver un autre système. Et c'est là qu'on va se servir de cet espace pour créer des complémentaires. D'accord? Donc, il y a vraiment eu cette volonté du patronat, épaulé par les cadres et un peu plus tard par Force ouvrière, de brider le régime général pour faire en sorte que si on veut une pension vraiment importante, par exemple si on est un cadre supérieur, eh bien on ait besoin d'une complémentaire. Et c'est dans ce trou-là, dans cet espace euh, laissé vacant par le régime général, que va être créée l'AGIRC. Alors l'AGIRC, je ne sais plus ce que ça veut dire, Association Générale pour les institutions de retraite des cadres, un truc comme ça. Euh, et je me suis un petit peu perdu, mais en gros, voilà, c'est ça. Ça va être, on va glisser la GIRC à ce moment-là, et la GIRC, évidemment, va être
va être un autre modèle que le régime général. C'est-à-dire qu'il ne va pas proposer du salaire continué, elle va proposer une autre logique que je vais vous expliquer tout de suite. Et la GIRC va être le modèle de toutes les complémentaires par points qui vont être créées par la suite. Vous voyez, on bride le régime général, ça laisse une place pour les complémentaires, on met une complémentaire, la GIRC en l'occurrence, qui a une autre logique que le régime général, et ensuite ça va servir de modèle pour créer plein d'autres complémentaires, jusqu'à la fameuse IRSEC des artistes auteuristes, qui sont des logiques antagoniques au régime général. Avec ce type de répartition, ces fameuses complémentaires par points, la retraite est la contrepartie des cotisations passées. Ce qui veut dire que tout au long de ma carrière, avec mes cotisations, j'achète des points que je collecte dans un compte individuel et j'obtiens une pension à la fin qui se prétend le reflet fidèle de mon comportement sur le marché du travail. Si je suis passé par un secteur où les revenus sont bas, par exemple les arts visuels, le social, l'aide à la personne, etc., etc., si j'ai eu des périodes de chômage, si j'ai eu des périodes de longue maladie, si j'ai eu des périodes où mes revenus ont baissé spectaculairement, si j'ai eu des périodes de parentalité, tout va être répercuté au niveau de ma pension. En résumé, la retraite comme droit au salaire est faiblement contributive, dans son principe, hein, puisque je disais initialement, quand on la met en place dans le régime général, c'est les 10 meilleures années et on remplace la moyenne, le salaire moyen. Ou dans la fonction publique, c'est les 6 derniers mois et on remplace le salaire moyen. Donc c'est faiblement contributif, ça. Il y a faiblement l'idée qu'il faut contribuer, il faut soi-même travailler dans l'emploi déclaré pour avoir droit à une pension. C'est très euphémisé. Euh, donc évidemment, il y a un nombre d'annuités insensé à valider, mais le principe directeur de ce système, qui est de faire passer le salaire du poste à la personne, est assez égalitaire et plutôt subversif. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en projet dans le mouvement syndical, c'est d'aller plus loin que ce qu'on avait réussi à faire à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, minoritaire, hein, la retraite comme contrepartie des cotisations passées, est au contraire très contributif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous avez une retraite à la mesure de vos cotisations personnelles, c'est-à-dire de votre comportement sur le marché de l'emploi. Et donc, c'est un système qui pénalise les femmes, les personnes non valides, évidemment, les personnes qui ont des situations de longue maladie. On peut parler aussi des personnes queer, dont on a pas mal de camarades dans notre syndicat, mais aussi évidemment les artistes qui ont des revenus en dents de scie, les gens qui ont des grosses périodes de chômage, c'est mon cas et c'est le cas de pas mal de camarades ici. Donc en fait, il faut bien comprendre que c'est un usage capitaliste de la répartition qui maintient le salaire dans le carcan de l'emploi. Pourquoi? Parce que c'est votre comportement dans l'emploi ou sur le marché de biens et services pour les indépendants qui détermine votre niveau de pension. Voilà. Donc, c'est le gros truc à retenir, c'est ça. C'est qu'il y a deux répartitions. Voilà. Et que la bataille aujourd'hui, elle se mène au sein de la répartition. C'est pas tant pour l'instant à court terme, et probablement jamais, c'est pas une bataille répartition contre capitalisation. En revanche, ce qui est à peu près vrai, c'est que ce deuxième type de répartition, les points, ça mime la capitalisation, ça ressemble à la capitalisation. C'est bien une individualisation de la retraite, du système de retraite. Mais ça reste fondamentalement de la répartition parce que c'est le seul système qui est solide, pérenne et stable, contrairement à la capitalisation. Voilà pour la présentation générale du modèle du système de retraite en France. Maintenant, je vais me concentrer sur un cas spécifique, puisqu'on est ici euh, réunis par le syndicat des travailleuses et travailleurs artistes auteuristes. Je vais me concentrer sur la condition et la retraite de cette catégorie professionnelle. Alors pour comprendre un petit peu, alors c'est à peu près la même chose, hein. Tout le monde est, en fait, il y a une grande unité des systèmes de retraite en France. Quand les réformateurs nous expliquent que c'est complexe, c'est du flan. Le système n'a pas cessé, on va dire au moins jusqu'à après-guerre, n'a pas cessé de se simplifier. Et depuis, c'est plutôt les réformes libérales qui l'ont complexifié. Mais globalement, il y a une tendance à l'unification des retraites de tout le monde, y compris des artistes créatrices et créateurs. Donc, en décembre 1975, très précisément, juste avant Noël. Là, on a, comme vous le savez peut-être pour les camarades du STA, on a la fusion
de deux régimes sociaux, d'un côté la Caisse nationale des lettres et de l'autre le régime des artistes peintres, sculpteurs et graveurs, qui donne naissance au fameux régime des artistes auteuristes. C'est à ce moment-là d'ailleurs que ce terme s'institutionnalise. Et en gros, ça veut dire artistes, créatrices et créateurs. Et ce fameux régime, donc, qui prend sa pleine expression en décembre 75, enfin après décembre 75, donne aux artistes auteuristes les mêmes droits que les salariés pour la santé, les prestations familiales et la retraite. Alors, je ne sais pas si je dois expliquer comment ça fonctionne, mais en gros, voilà, le régime des artistes auteuristes est adossé, c'est le terme technique, adossé au régime général, c'est-à-dire qu'en termes de droits, de seuil d'accès, de moyens, etc., c'est la même chose, hein, c'est la même caisse. C'est la même caisse pour tout le monde. D'ailleurs, c'est le principe du régime général, c'est une institution interprofessionnelle. Et ensuite, il y a des façons très faciles de calculer des seuils d'accès de gens qui ne sont pas salariés à des droits salariaux. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail ici, mais en tout cas, on sait très bien le faire. Et au passage, c'est un des combats du STAR, on pourrait très bien le faire pour l'assurance chômage. On pourrait très facilement ouvrir une indemnisation au chômage pour les artistes auteuristes. On sait faire ça. On n'a même pas besoin de passer par une présomption de salariat ou des choses comme ça, on peut le faire directement. Alors, plus précisément, les artistes auteuristes ont la même retraite que les salariés via le régime général. C'est-à-dire qu'il y a une pension de base, une retraite de base qui est celle du régime général, c'est-à-dire que comme tout salarié du privé, à 62 ans, alors on va voir les limites, hein, si je peux justifier de 42 à 43 annuités de travail déclaré, on va calculer mon revenu mensuel moyen des 25 meilleures années de ma carrière et on va l'attacher à ma personne. Donc le principe, il est bien, hein, faire passer le meilleur revenu on va dire, de mon bénéfice à ma personne, en faire un droit de ma personne. Mais à part ça, il n'y a rien qui va. Hein. C'est-à-dire que l'âge légal, il est trop élevé. 62 ans, s'il vous plaît. Le nombre d'annuités est délirant. Hein. Trouver une artiste qui arrive à faire 43 annuités stables, bah, il faut la chercher longtemps, je pense. Et la période de référence est beaucoup trop longue. C'est-à-dire, à la limite, les 10 meilleures années, je pense que les artistes peuvent s'en sortir, les artistes professionnels peuvent s'en sortir. Si on commence à prendre les 25 meilleures années, comme c'est le cas aujourd'hui, ça commence à devenir compliqué. Parce que des trous dans la carrière des artistes, il y en a beaucoup. Alors, plus techniquement, comment ça fonctionne? Comment je valide ces annuités, machin, comment j'accède à ces droits, etc. Bon, c'est assez simple. Pour valider une annuité, il faut valider 4 trimestres. Un trimestre pour tout le monde, hein, pour les salariés comme pour les artistes auteuristes, c'est pour valider un trimestre, il faut avoir gagné 150 fois le montant horaire du SMIC, c'est-à-dire 1 700 euros brut environ. Donc si vous déclarez en tant qu'artiste auteuriste 6 800 euros brut dans l'année, eh bien bravo, vous avez validé 4 trimestres et vous avez fait une annuité. Vous n'avez plus qu'à faire ça encore 41 fois. Bon, on se revoit au bout. C'est un droit qui est justifié par une cotisation vieillesse de 6,15%, qui est assumée par le bénéfice des artistes. C'est-à-dire que chaque année, quand vous déclarez vos revenus à l'URSSAF, vous versez 6,15% de cotisation vieillesse. Ou alors, si vous êtes précompté, c'est vos diffuseurs qui le font directement. Et en partie justifié par une fraction de la ridicule contribution diffuseur, puisque vous savez que quand vous touchez 100 euros de revenus bruts en tant que plasticienne, par exemple, votre diffuseur va verser 1 euro en plus en guise de contribution. J'imagine que ça fait partie de la justification de l'ouverture de ce droit. Alors pour comparaison, je rappelle toujours, hein, quand un intermittent touche 100 euros de salaire brut, son employeur verse 46 euros de cotisation patronale en plus. Les artistes auteuristes, c'est 1 euro de contribution diffuseur. Ça aussi, c'est un combat du STAR, faire augmenter la contribution des diffuseurs. Donc, avec cette retraite de base des artistes auteuristes, à 62 ans, vous avez droit à la continuation de votre revenu de référence des 25 meilleures années, si vous avez déclaré au moins 600 heures SMIC sur 42 ou 43 annuités, en fonction de votre année de naissance. Bonne chance, les amis. Mais il y a pire que ça. Ça, c'est encore pas trop mal. Il y a bien pire que ça. Il y a le deuxième pilier, hein, c'est-à-dire comme tous les autres,
on a aussi on a une complémentaire, puisque bah oui, le régime général, il est plafonné. Donc on a aussi une complémentaire qui est obligatoire et qui, est, euh, qui est gérée par l'IRSEC, l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création. Enseignement, parce qu'à l'époque, ça avait été créé pour les enseignants en art, quoi, un truc comme ça. Euh, L'IRSEC gère trois régimes complémentaires. Le RAP, RAAP, pour les artistes auteuristes professionnels. Le RACL, pour les auteurs et compositeurs de je ne sais quoi. Je ne sais plus ce que c'est que le L. Et le RACD, pour les auteurs et compositeurs dramatiques. Okay, donc, IRSEC, trois régimes. Aujourd'hui, on va parler plutôt du RAP, régime des artistes auteuristes professionnels. Euh, dans le RAP, on considère que vous êtes professionnel si vous atteignez l'ancien seuil d'affiliation au régime des artistes auteuristes, c'est-à-dire l'équivalent de 900 heures SMIC sur une année, c'est-à-dire pas loin de 10 000 euros bruts. Donc en 2000, d'ailleurs j'ai le seuil exact, en 2022, si j'ai touché au moins 9 225 euros de revenus artistiques, je suis affilié à l'IRSEC et c'est une complémentaire qui devient obligatoire. Okay, elle est obligatoire au-delà de ce seuil et facultative en dessous du seuil des 900 heures SMIC. Mais méfiez-vous, parce que l'IRSEC n'est pas toujours très clair et très rapide à vous demander les cotisations. Si vous avez dépassé le seuil des 900 heures SMIC, vous êtes tenu de cotiser à l'IRSEC. Faites attention, parce qu'ils sont très méchants après si on ne cotise pas. Le taux de cotisation est très élevé, c'est 8% des revenus, mais il peut être modulé à 4% si vous gagnez moins de 27 675 euros dans l'année, c'est-à-dire si vous avez moins de 3 fois le seuil d'affiliation. Donc si vous êtes entre 9 225 et 27 000, vous pouvez demander une modulation du taux de cotisation à 4%, le diviser par 2, ce qui est tout à fait salutaire. Et si vous êtes auteurice, je crois que c'est réservé à certaines catégories de l'écrit, vous pouvez demander la prise en charge de la moitié de vos cotisations à l'IRSEC par la SOFIA. Alors, cette OGC qui s'appelle la SOFIA. Alors, comme dans la GIR-CARCO, hein, comme dans toutes les complémentaires, par point, le principe dans notre complémentaire d'artiste auteuriste, c'est le principe j'ai cotisé, j'ai droit. Hein. Mes cotisations achètent des points tout au long de ma carrière et à l'âge du départ en retraite, mon nombre de points va être multiplié par la valeur annuelle du point qui varie hein, chaque année. On ne sait pas, c'est un peu le loto en fonction de la conjoncture, blablabla. La valeur du point varie et c'est ça qui va me donner le montant de ma pension. Mon nombre de points collecté sur toute la carrière, fois la valeur du point l'année où je liquide mes droits. C'est un peu la carte Carrefour de la retraite, hein, en quelque sorte. Les libéraux adorent ce genre de truc à point. Donc vous voyez, c'est un revenu différé. Hein. La pension de base, c'est la logique du salaire continué, du salaire qui passe de mon poste ou de mon bénéfice à ma personne. Et dans la retraite par points, c'est un revenu différé. Hein. C'est comme si je mettais au frigo des cotisations et puis je les récupère au moment de ma retraite. Donc c'est une pratique capitaliste de la répartition. À 62 ans, avec cette complémentaire, avec l'IRSEC, si vous avez collecté au moins 30 points, il y a un minimum, dans votre carrière, vous aurez droit au différé de vos cotisations. Et il y a des exemples qui sont donnés dans le livret de présentation de l'IRSEC. Par exemple, si j'ai fait 40 ans de revenus annuels moyens à 15 000 euros, 40 ans à 15 000 euros, j'ai 440 euros de pension par mois. C'est pas lourd. Si j'ai fait 20 ans à 10 000 euros, ce qui est un peu plus... je vois que ça fait plaisir à tout le monde. Si j'ai fait 20 ans à 10 000 euros, hein, ce qui est un tout petit peu plus plausible pour les artistes auteuristes que nous sommes, j'aurai 147 euros mensuels de complément. Ah, franchement, que demande le peuple? 147 euros. Avec ça, c'est, je sais pas, c'est trois abonnements mensuels à 3 box SFR mensuels, c'est exceptionnel. Voilà. Donc, en résumé, pour les artistes auteuristes, c'est comme pour tout le monde. On a une pension de base qui est servie par le régime général de sécurité sociale sur le principe du droit au salaire pour les retraités. Et on a une complémentaire qui obéit à une logique de revenu différé, une complémentaire par point. Voilà. Et si vous avez rien du tout, si vous êtes
voilà, si votre carrière c'est une catastrophe, comme bon nombre d'entre nous ici, hein, soyons honnêtes, eh bien, vous pouvez prétendre au minimum vieillesse. Et là, je vais passer la main temporairement à mon camarade Emmanuel qui a étudié l'ASPA, le minimum vieillesse, et qui va nous expliquer en quelques minutes comment ça marche. Emmanuel, c'est à toi. Salut tout le monde. Merci Salut. Aurélien de ta présentation. J'ai pas tant étudié la chose, mais en fait, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, c'est ce qui a remplacé le minimum vieillesse. C'est une sorte de RSA pour seniors. Euh, C'est-à-dire que c'est sous condition. Il faut avoir au moins 65 ans. Sous certaines conditions, c'est 62, mais bon, comptez 65. Il faut avoir fait toutes ces démarches administratives pour demander la retraite. Il faut faire une demande chaque année. Il va y avoir une évaluation des revenus. Et suite à cette évaluation, l'ASPA va venir compléter nos revenus, en fait. L'idée, c'est que pour une personne seule, euh, toute personne seule doit avoir 961 euros de revenus. Et pour les personnes en couple, ça sera 1492 euros pour les deux. C'est-à-dire que, disons que là, je suis à la retraite, je demande l'ASPA et regarde mes revenus, je suis à 700 euros de retraite ou de revenus d'artiste, peu importe. L'ASPA va donc compléter en me donnant 261 euros pour que j'arrive à 961 par mois. Si je suis en couple avec Aurélien, qu'on gagne 1000 euros à tous les deux, bah, l'ASPA va venir compléter 492 euros. Le truc, c'est que la moitié des ayants droit ne font pas cette démarche. Donc, il y a la moitié des personnes de plus de 65 ans qui gagnent moins de 961 euros par mois qui ne le touchent pas. Parce que c'est des démarches que j'imagine pénibles. Moi, ça me fait chier déjà de me battre avec le RSA toute ma vie. Donc, je vais devoir continuer de faire ça quand je serai âgé. Et puis voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Pas grand-chose. Pour les plasticiens et plasticiennes, malheureusement, on fonce vers ce truc-là. Une des promesses de Macron, c'était d'augmenter le minimum vieillesse à 1100 euros, je crois. Là, il a augmenté de 0,8%, il me semble, en janvier, il y a 3 semaines. Voilà, c'est réjouissant. Merci Manu pour cette petite présentation. Donc, je récapitule avant de passer à la présentation. Si on gagne rien, il complète 960 euros, quoi. Un truc dans le genre. Voilà, c'est ça. Donc, je récapitule. Retraite de base servie par le régime général en logique de salaire continué. Retraite complémentaire par points servie par l'IRSEC. Et si ça ne suffit pas, vous avez droit au minimum vieillesse, qui n'est pas une retraite, hein, qui est un minima, ce qu'on appelle un minimum social. Hein, ça fait partie des minima sociaux comme le RSA ou l'ASS. Et la SPA va venir compléter votre pension minable pour que vous atteigniez 961 euros, ce qui est sous le seuil de pauvreté. Et vous êtes bien avancé avec ça. Bref, on a beaucoup de chance d'être en France, n'est-ce pas? Je vais passer à la troisième partie, qui est la présentation du projet de réforme, cette vedette de ce début d'année, euh, qui va nous occuper encore, j'imagine, pour quelques mois. En 2019, vous savez, décembre 2019, on avait déjà une bataille qui s'était enclenchée, qu'on a un peu oubliée avec le Covid, mais en 2019, Macron avait une grande ambition. Je pense que c'était aussi Édouard Philippe, hein, qui était derrière tout ça. Il voulait faire basculer tout le système de retraite dans un fonctionnement par points. D'accord? C'est-à-dire il voulait tout unifier, mais en points. C'est-à-dire que le pilier minoritaire, qui aujourd'hui Agir Carco, IRSEC, etc., ben, ça allait devenir tout le système. Logique, hein, qui, on l'a vu, est beaucoup plus inégalitaire que le principe du salaire continué. Cette année, comme il y a eu une mobilisation quand même assez balèze en 2019-2020, comme il y a eu le Covid, comme il y a eu plein de choses, etc., il est un peu moins arrogant et donc il est prêt à se contenter d'une réforme qui ne va pas supprimer la logique de droit au salaire, mais qui va rendre quand même la pension plus contributive. Hein, toute l'idéologie de cette réforme, c'est de rendre plus contributif la pension, c'est-à-dire de vous demander plus de travail dans l'emploi ou plus de bénéfices comme indépendant en échange de votre pension. Ça, c'est vraiment le cœur de la réforme. Alors, comment ça va se passer? Alors, il y a trois piliers dans cette retraite, dans la retraite de cette année. Premier pilier, c'est évidemment supprimer un maximum de régimes spéciaux.
Pourquoi? Parce que les régimes spéciaux, je l'ai rappelé, ça fonctionne comme la retraite des fonctionnaires, c'est-à-dire que c'est les 6 meilleurs mois qui permettent de calculer le salaire de référence à remplacer. Donc, ils sont beaucoup plus avancés que le régime général. Et donc, il faut supprimer ces références à tout prix. Parce que c'est des phares, en fait, c'est des précurseurs. Ce qu'on appelle les régimes spéciaux, c'est des régimes précurseurs. Et donc, ils veulent à tout prix supprimer ces phares, ça les obsède. Alors, ils ne vont pas tous les supprimer parce qu'ils n'ont pas envie de se taper tout le monde de front comme à l'époque en 2019. Ils n'ont pas envie qu'il y ait les danseuses de l'opéra qui fassent des jolis spectacles et tout. C'est pas bien pour leur com. Donc, en fait, ils ont dit bon, les marins-pêcheurs, les gens de l'Opéra de Paris et tout, on n'y touche pas. Mais par contre, RATP, machin, ça dégage. Voilà, donc, ils veulent supprimer un maximum de régimes spéciaux. Deuxième pilier de cette réforme, c'est de repousser de 2 ans l'âge légal de départ en retraite. C'était 62 ans, ce qui est déjà absurde. Ça va être 64 ans si la réforme passe. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas espérer une pension à taux plein avant 64 ans. Même si dans les faits, on le sait, c'est plutôt 65, 66, 67. Et enfin, troisième pilier de la réforme de cette année, c'est d'exiger plus d'annuités pour avoir des droits. C'est ce qu'on appelle l'allongement de la durée de cotisation, puisqu'il y avait déjà eu une petite réforme qui est passée inaperçue en 2020, hein, la réforme Touraine, qui prévoyait de passer tout le monde à 43 annuités d'ici 2035 ou un truc comme ça. Et ben, on va accélérer le passage de tout le monde à 43 annuités. C'est-à-dire que maintenant, pour espérer une retraite à taux plein, il faudra attendre 64 ans et avoir 43 annuités pour tout le monde. C'est très compliqué pour les artistes, c'est la fin de la retraite, c'est tout le monde à l'ASPA. Alors pourquoi faire? Pourquoi ils font cette réforme qui est beaucoup moins brutale que celle de 2019, mais qui va sans doute susciter beaucoup plus de colère parce qu'elle est beaucoup plus lisible, hein. Voilà, c'est simple, c'est juste rajouter 2 ans à tout le monde. Il y a pas de mystère, quoi. Eh ben, pourquoi faire? Ben, première chose, pour avancer plus doucement et plus discrètement vers la forme full contributive qui était prévue en 2019. C'est-à-dire que là, ils essayent d'y aller un peu plus tranquille. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment bien joué d'un point de vue tactique, parce qu'en fait, la réforme est beaucoup plus lisible. Elle est moins violente, mais elle est beaucoup plus lisible, donc ça indigne tout le monde. Deuxième objectif, eh bien, c'est pour augmenter le contingent des travailleuses fragilisées qui vont alimenter le marché du travail en main-d'œuvre corvéable. C'est clairement pour ça aussi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les justifications d'Elisabeth Borne, c'est de dire, ben oui, ouais, c'est pas des champions techniquement, c'est clair. Ben oui, le problème, c'est que les entreprises n'emploient pas les seniors. Donc maintenant, couplé à cette réforme, on va travailler vraiment les entreprises au corps pour améliorer l'employabilité des seniors. Donc il y a vraiment cette idée quand même d'envoyer des vieux, d'envoyer nos anciens comme de la chair à canon sur le marché du travail. C'est d'une élégance totale. Et enfin, évidemment, enfin non, je vais faire encore deux objectifs. Troisième objectif, c'est évidemment pour équilibrer les comptes publics qui ont été grévés par une baisse des contributions des entreprises, hein, puisqu'il y a eu des suppressions de cotisations massives depuis 15 ans, 20 ans, puisqu'il y a eu une baisse des impôts sur les sociétés. Et ben, il faut présenter un bilan qui soit à peu près net. Donc, on va taper sur les chômeurs, on va taper sur les retraités, on va aller chercher des milliards à droite, à gauche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette courbe. J'ai pas forcément j'ai pas la référence en tête, je sais plus exactement où je l'ai vu passer, mais une courbe des prélèvements sur les entreprises, elle fait comme ça. Elle fait comme ça depuis 10 ans. Et la courbe des prélèvements sur les ménages est proportionnellement inverse, quoi. C'est-à-dire qu'elles se croisent. Et donc, les entreprises sont de moins en moins mises à contribution, que ce soit en termes d'impôts ou de cotisations, tandis que les ménages, les retraités, par exemple, sont tapés durement. Voilà. Et puis enfin, dernier objectif de Macron et de sa bande, eh bien, c'est de rester dans l'histoire de la droite. Voilà. Et je crois que ça les excite. Et d'être des capitalistes de légende. Il ne faut pas sous-estimer aussi ce ressort moral qui doit être très important pour ces gens. Dernière partie de l'exposé, c'est face à Macron, que viser? Eh bien, je crois que je vais mettre ces points à la discussion, mais j'ose me lancer. Que viser? La valeur travail, bien sûr, merci Marie. Euh, premier objectif, c'est évidemment, au regard de cette présentation extrêmement rapide, c'est la suppression des complémentaires. Hein, il faut supprimer ces saloperies par points et le déplafonnement du régime général
pour avoir un régime général qui soit vraiment général, d'accord? Et étendre cette logique du droit à la continuation du salaire après la carrière, et on fait péter ces saloperies de points qui servent de point d'appui à toutes les réformes néolibérales depuis l'après-guerre. Euh, D'ailleurs, je précise que la suppression de l'IRSEC pour les artistes autoristes est au programme de nos camarades du SNAP CGT, j'en vois quelques-unes et quelques-uns ici, et que la BUSE aussi, le collectif dont je fais partie, le propose. Le stage, je ne sais pas si on a validé ça officiellement, mais ça me saurait tarder, j'imagine. Donc, suppression des complémentaires par point et déplafonnement du régime général. On simplifie tout, mais avec autour de la logique du droit au salaire. Deuxième chose à opposer à Macron, c'est l'alignement du privé sur le public. Voilà, il n'y a pas de régimes spéciaux, il y a des régimes précurseurs. C'est-à-dire, merci le GNU pour le graphe des prélèvements dans le chat. Donc, la retraite des fonctionnaires et ce que les libéraux appellent les régimes spéciaux, ce sont des régimes précurseurs. C'est les plus avancés en matière de droit à la retraite. Donc, il faut renverser la logique des libéraux. Eux, ils veulent tout aligner vers le bas. Eh bien, il faut tout aligner vers le haut et donc aligner le privé sur le public et dire maintenant la retraite, ma pension, ça va être la moyenne de mes 6 meilleurs mois de carrière. Troisième chose à opposer à Macron et sa bande, l'abolition de toute exigence de durée de cotisation, la fin des annuités, puisque la retraite, dans le régime général et dans la fonction publique, n'a pas été construite comme la contrepartie des cotisations. Elle a été construite comme le droit au salaire pour les gens qui ont atteint un certain âge. Ok. Donc, les annuités, et d'ailleurs, au moment où on crée le régime général, je crois que c'était quelque chose comme 30 annuités qui étaient demandées, où ça n'a pas cessé d'enfler depuis, euh, avec l'argument de l'allongement de la durée de la vie, etc., tout ce genre de flanc. Donc la fin des annuités, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé dans des syndicats, y compris par exemple au sein de la CGT. Ce n'est pas la position de la Confédération, mais il y a aujourd'hui des syndicats dans la CGT qui disent qu'il faut remettre en cause ce principe de durée légale de cotisation, puisque la retraite dans le régime général ou chez les fonctionnaires, ce n'est pas la contrepartie des cotisations. Quatrième chose à faire valoir, eh bien, un salaire attaché à la personne pour tout le monde à 55 ans maximum. Pourquoi? Pareil, on fait de l'alignement par le haut. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régimes les plus puissants, c'est 56, 57 ans, je crois. Et la police, par exemple, si on veut regarder des droits puissants, regardons du côté de la police, puisqu'ils font tellement peur au gouvernement et voilà, ils font tellement peur au pouvoir qu'ils arrivent à conserver toutes les avancées sociales. Donc aujourd'hui, les flics, comme le dit Marie, c'est 52 ans. Alors je crois qu'en pratique, ils partent plutôt à 57 dans les faits. Mais voilà, alignons tout le monde là-dessus, et pas seulement les métiers pénibles. Hein, c'est 55 ans maximum. Moi, je fais partie d'une association d'éducation populaire qui dit 50 ans. 50 ans, droit au salaire pour tout le monde. Et enfin, dernière chose à mettre en avant, eh bien, c'est pas une pension en dessous de 1700 euros net, puisque 1700 euros net, c'est le SMIC revendiqué par les syndicats combatifs comme Solidaire, comme la CGT, comme la CNTSO, et il n'y a pas de raison que des anciennes et des anciens soient sous le SMIC revendiqué. C'est absurde. Aujourd'hui, on voit la logique des minima sociaux comme l'ASPA, c'est de dire à des gens, on va vous garantir un revenu sous le seuil de pauvreté. Mais qu'est-ce que ça veut dire de garantir à des gens un revenu sous le seuil de pauvreté? Quelle est la vision humaine, des humains qui est derrière ça? Non. Donc 1700 euros net pour tout le monde à 55 ans maximum. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut partir. Alors, pour terminer, je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, c'est plus long que prévu. J'ai regardé ce que proposait notre confédération, la CNT Solidarité Ouvrière, et c'est bien, mais c'est encore un peu léger. C'est-à-dire que, en gros, elle propose de revenir à la retraite avant baladure. Bah, c'est pas très révolutionnaire. Hein. Je veux dire, dans les années 80, la retraite, c'était pas ouf. C'était mieux que maintenant, mais c'était pas ouf. Et donc, la CNTSO dit il faut qu'on revienne aux 37,5 annuités. Bon, ça, c'est très timoré. Je ne sais pas encore si on avait mis 30, mais 37,5, c'est quand même très gentil. Elle dit 75% du brut sur la base des 6 derniers mois dans le public et sur la base des 10 meilleures années dans le privé. Bah, ça, c'est comme avant Balladur. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Euh, Elle dit retraite à taux plein à 60 ans et à 55 ans pour les métiers pénibles. Moi, je dis non, 55 ans pour tout le monde. Pas de pension sous le SMIC, je dis oui. Arrêt des exonérations de cotisation au régime général,
bien sûr, et même hausse des cotisations des entreprises. Et enfin, gestion des caisses par les intéressés. Alors ça, c'est oui, parce que je rappelle, la sécurité sociale, c'est pas l'État, c'est nous. Et il est important que ça redevienne, plus que ça ne l'est aujourd'hui, nous et pas l'État. Voilà, je m'arrêterai là et je vous propose qu'on en discute ensemble, si vous le voulez bien. Et vous pouvez remettre votre son, évidemment, que j'ai désactivé.